Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. Épisode 18, Huis clos, Jean-Paul Sartre. Vous l'avez décidé dans le sondage du précédent épisode sur Spotify, dans ce 18e épisode de Brume littéraire, on va parler de Huis clos de Sartre. Cette pièce, très connue, a été rédigée en 1943 par Jean-Paul Sartre et a été jouée pour la première fois en 1944 à Paris pendant l'occupation. Cette pièce reprend de nombreux thèmes sartriens et occupe une place extrêmement importante dans l'histoire du théâtre. Aujourd'hui, nous verrons ensemble quels sont ces thèmes que Sartre explore et aussi pourquoi cette pièce est toujours aussi importante. Pour commencer, le résumé de la pièce. La pièce débute avec l'arrivée de Garcin, un ancien journaliste, dans un salon de style Second Empire, c'est-à-dire un lieu chargé de dorures, lourd dans les décors et l'ameublement. Il ne rentre pas chez lui, non. Il est décédé et cette pièce représente l'enfer, qui n'a que l'apparence de la vie normale. Il se demande où se trouvent les instruments de torture qu'il imaginait trouver en enfer. Mais il n'y en a pas. Il est rapidement rejoint par Inès, employée des postes, et Estelle, une riche mondaine. Dans le trio enfermé dans cette pièce, chacun est à la fois bourreau, victime et spectateur. Ils se méfient les uns des autres et s'accusent mutuellement de leur présence en enfer. Ils évoquent les circonstances de leur décès et comprennent peu à peu pourquoi ils ont été réunis pour se torturer mentalement. Ils élaborent plusieurs plans infructueux, comme essayer de s'ignorer, mais leur simple présence suffit à tout rendre insupportable. Ils vont essayer de s'en aller, de s'isoler, de se tuer même, mais toutes les tentatives sont vaines. Ils sont condamnés à rester éternellement ensemble, emprisonnés par le regard d'autrui. Comme le dit Sartre, l'enfer, c'est les autres. Tout d'abord, il est intéressant de considérer que la pièce, même si elle est très particulière, montre de nombreuses similarités avec les pièces qu'on appelle classiques. Prenons certains points. L'une des règles du théâtre classique est la règle des 3 unités. La pièce doit se dérouler dans un seul lieu, en moins de 24 heures, et elle ne doit présenter qu'une seule action. Avec Huis clos, Sartre respecte tout cela. La pièce, comme l'indique le titre, se passe dans un seul espace. Le temps est celui de la représentation, c'est-à-dire 1h20. Et pour l'action, il n'y en a qu'une, voire peut-être aucune. Dans le théâtre classique, il y a aussi très souvent des relations triangulaires. Si vous vous souvenez de certaines pièces de Racine ou de Corneille, il y a souvent un couple dont l'amour est mis en difficulté par une 3e personne qui vient compliquer la relation. Et bien ici, on a aussi une relation triangulaire. 3 personnages qui, même sans vivre une relation amoureuse, sont au centre de la pièce. Et il y a bien sûr encore plusieurs autres points, mais j'imagine que vous avez compris. Sartre respecte dans cette pièce de nombreuses contraintes qu'imposent les pièces classiques. Et pourtant, Huis clos s'en éloigne quand même. Et c'est en grande partie par les thèmes et par la manière de mettre en scène ces contraintes classiques. Sartre innove et adapte sa pièce de théâtre à sa propre situation et à son contexte. L'une de ces différences, on la retrouve justement dans ce trio qui est présent. Garcin, Inès et Estelle. Ils sont tous extrêmement différents et ne se rencontrent qu'une fois arrivés en enfer. Garcin est un publiciste et homme de lettres, ironique aux manières parfois hautaines, voire même décalées. Il vivait à Rio et a été fusillé après le début de la guerre au Brésil parce qu'il était à la tête d'un journal pacifiste. Et pourtant, même en étant pacifiste, il n'était pas tout rose non plus, puisqu'il avait torturé sa femme, ce qui lui a valu sa place en enfer. Inès, quant à elle, est une femme maniaque et hautaine qui prétend ne pas aimer les hommes. Elle est en enfer car elle a poussé la femme d'un de ses amis à se tuer en relevant sans cesse ses défauts. Estelle, finalement, est une femme appartenant à la bourgeoisie qui est particulièrement attentive à l'image qu'elle renvoie. Elle a pu grimper les échelons dans la société grâce à son mari. Elle l'a ensuite trompé avec un autre homme, duquel elle est involontairement tombée enceinte. Sa place en enfer, elle l'a justement obtenue en noyant cet enfant devant les yeux de son amant, qui s'est ensuite donné la mort. Voilà donc les 3 personnages auxquels on a affaire. On voit bien qu'ils ont tous commis des crimes, mais pourtant, il n'y a rien d'autre qui les lie. Ils ont tous vécu des vies bien différentes. Ils ne sont donc pas mis ensemble dans cette pièce parce qu'ils se connaissent, mais justement parce qu'ils ont des vies et des visions tellement différentes qu'ils ne peuvent pas réellement s'entendre. La relation à 3 dans cet espace fermé crée d'ailleurs l'impossibilité de la relation à 2. Les personnages essayent à plusieurs reprises de s'allier par paire en ignorant un personnage, mais cela ne fonctionne jamais. Pourquoi ? Tout simplement parce que la présence d'un tiers rend impossible tout rapport au duo. Il y a toujours un je, un tu et un il, et on se sait toujours observer. Toutes les actions sont déstabilisées à cause du tiers. Et vu qu'il n'y a pas de personnage principal, on peut, en tant que spectateur, difficilement se ranger avec l'un ou l'autre. On est réduit à la simple observation de ces personnages qui doutent les uns des autres sans jamais pouvoir réellement être, ni avec quelqu'un d'autre, ni avec soi-même. La solitude est impossible, et c'est aussi cela, l'enfer. C'est les autres.
Ils sont condamnés à rester ensemble pour l'éternité. Un autre point très important dans cette pièce est le lien qu'il y a entre le théâtre et la philosophie de Sartre. Vous connaissez peut-être déjà l'existentialisme selon Sartre, mais en voici un petit rappel. Vous verrez, c'est important pour comprendre la pièce. La thèse que défend Sartre est que chez l'homme, l'existence précède l'essence. Il explique que cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et qu'il se définit après. L'homme existe puisqu'il se définit par ses actes. Il n'y a donc qu'une fatalité pour les humains et c'est de vivre. Pour la suite, il n'y aurait pas de destin qui nous prescrirait toutes nos actions. Au contraire. Dans l'existentialisme, l'homme est responsable de ses actes et de ce qu'il est, de sorte que la responsabilité totale de son existence repose sur lui-même. Et l'homme n'est pas responsable que de lui-même, mais aussi de tous les hommes, ce qui augmente encore la responsabilité de chacun d'entre nous. Et cette responsabilité vient aussi du fait que l'homme est condamné à être libre. Comme le dit Sartre, condamné parce qu'il ne s'est pas créé lui-même, et par ailleurs cependant libre parce qu'une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. Donc, pour faire simple, on ne décide pas de venir au monde, mais une fois qu'on y est, alors on est libre de tout, ce qui nous rend aussi responsables de notre vie, mais aussi de celle des autres. Mais alors, vous vous demandez peut-être comment cet existentialisme se retrouve dans Huis clos de Sartre. On a l'impression que les personnages sont bloqués et qu'ils n'ont aucune réelle zone d'action. Alors justement, prenons plusieurs points. Déjà, la présence des protagonistes en enfer n'est pas due au hasard, mais à cause de certains choix qu'ils ont faits, non pas envers eux-mêmes, mais envers l'humanité. Garcin torture sa femme, Inès pousse une femme au suicide et Estelle tue un enfant. Ces choix ne sont pas par nature bons ou mauvais, mais ils sont mauvais dans le rapport que le soi entretient avec autrui. Comme nous l'avons déjà vu, les personnages ne peuvent pas être seuls dans cette pièce, et on peut voir ça aussi comme une métaphore de notre monde à nous, qui n'est pas l'enfer. L'individualisme et l'isolement ne sont que des illusions, car l'existence ne peut s'accomplir qu'avec autrui. Sartre démontre que l'homme n'est et ne sera jamais seul, d'où l'importance de ses choix en rapport avec les autres. Le repos de l'âme ne sera jamais atteint par les personnages parce que pendant leur vie, ils n'ont pas pris les bonnes décisions et qu'ils seront éternellement jugés pour cela. Ils avaient des responsabilités et la liberté dans leur manière d'agir, et leur punition ne peut donc s'appliquer qu'à eux, puisque personne d'autre ne peut être tenu pour responsable. L'une des grandes forces de ce texte est que les réponses et les analyses ne sont pas dites directement par les personnages, mais que c'est le spectateur qui doit comprendre cela de lui-même. Les personnages ne font que représenter, et c'est ensuite à nous d'en tirer les conclusions. Il n'y a pas vraiment d'intrigue ou de dénouement, juste une situation à laquelle les personnages et les spectateurs sont confrontés. C'est avec cette situation que Jean-Paul Sartre nous pousse à réfléchir. Ce théâtre de représentation s'oppose au théâtre dit d'imitation, dans lequel le spectateur doit être convaincu d'une représentation fidèle de la réalité. Sartre affirme d'ailleurs que l'écrivain ne doit pas chercher, sinon il est en contradiction avec lui-même. S'il veut exiger, il faut qu'il propose seulement la tâche à remplir. De là, ce caractère de pure représentation qui paraît essentiel à l'œuvre d'art. Le théâtre sartrien s'éloigne ainsi du théâtre classique, puisqu'il ne veut pas montrer la réalité de la nature humaine, mais il veut plutôt la démontrer, en engageant le spectateur dans cette tâche. Il ne s'agit pas de simplement regarder ou de lire la pièce, mais on est directement plongé dans toutes ces réflexions. On se surprend à se poser la question « Qu'est-ce que moi, j'aurais fait si j'avais été à leur place ?» En plus, la pièce ne dure qu'1h20, mais elle explique bien que cette situation sera éternelle pour les personnages. Comme Garcin, on pourrait se tromper sur notre propre image et sur nos réactions quand on se retrouve dans de telles situations. Et vous, comment pensez-vous que vous auriez réagi si vous étiez l'un des personnages de Huis clos ? Merci d'avoir écouté Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature.